François, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous faisons une série d'été sur les réformateurs oubliés. Et avec vous, nous allons étudier le cas de Napoléon III, qui est malheureusement trop peu connu en France, si ce n'est oublié. Et on va commencer par votre biographie, si je puis dire, par Maxime. Bonjour Eric Anso. Bonjour. Vous êtes docteur et agrégé d'histoire. Vous avez pendant plusieurs années été maître de conférences habilité à diriger des recherches à la Sorbonne et vous venez d'être élu professeur des universités à l'université de Lorraine. Et vous êtes l'un de nos plus grands spécialistes en histoire politique contemporaine au sein de ce champ en histoire politique du 19e siècle et dans ce siècle en histoire de la Deuxième République et du Second Empire, et tout particulièrement, donc vous êtes le biographe de Napoléon III. Vous avez édité sa biographie Napoléon III chez Taillandier en 2008. Plus récemment, vous avez signé Ils ont fait et défait le Second Empire, de nouveau chez Taillandier en 2019, mais surtout depuis plusieurs années, vous signez de très grands livres dans cette très bonne maison d'édition qui est Passé Composé, l'histoire des élites en 2020, l'histoire de la laïcité en 2022 et votre dernier ouvrage, l'histoire mondiale des impôts en 2023, mais c'est bel et bien de Napoléon III que nous allons parler aujourd'hui. Alors justement, sur Napoléon III, notre première question serait pourquoi lui ? Pourquoi vous avez décidé d'étudier Napoléon III ? Et j'imagine que quand vous avez commencé à devenir spécialiste de ce sujet-là, il y avait peu de monde sur le créneau. Pourquoi avoir choisi Napoléon III ? Et peut-être que cette question ouvre à pourquoi Napoléon III est-il oublié ou alors peu connu aujourd'hui, ou méconnu ? Oui, merci pour votre question. Alors, un parcours d'historien est fait à la fois d'intérêt, de passion et aussi de hasard, de rencontres. Il se trouve que depuis ma plus tendre enfance, quand je dis ma plus tendre enfance, 8-10 ans, j'étais un passionné d'Émile Zola, de l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, les Rougon-Macquart, dont j'avais lu entre 8 et 12 ans tous les volumes. La période m'intéressait beaucoup, je la connaissais par la littérature et je faisais mes études à la Sorbonne. J'avais fait une maîtrise, l'ancien nom du master, sur un tout autre sujet, sur l'histoire politique de la Révolution française, avec mon maître Jean Tullard. Et en 1992, Jean Tullard se lance dans un grand projet qui est celui, parce que la période était mal connue, de lancer un dictionnaire du Second Empire et me dit « Ah, Eric Anso, deux choses. Il faut que vous en soyez, et pour que vous en soyez, il faut que vous fassiez une thèse sur le sujet. » Donc c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et j'ai fait une thèse en fait sur les députés du Second Empire, et quand on a goûté au Second Empire, après on ne le quitte plus, donc ça fait maintenant une 30aine d'années que je travaille sur le sujet. Mais c'était à l'origine un opportunisme du coup, parce qu'il y avait un créneau sur ce... Alors oui, deux choses, un intérêt, je vous le disais, mais effectivement un créneau très... bienveillant, je précise. Bienveillant, mais très peu de travaux, en fait, de travaux scientifiques, parce qu'un grand discrédit du régime. Une anecdote que je raconte toujours, c'est en 2005, France 2, Europe 1, Antenne 2 en fait à l'époque, a organisé une émission à partir d'un sondage pour savoir quels étaient les 100 plus grands Français de tous les temps, pour les Français de 2005. Et je vous le donne en mille, donc De Gaulle premier, Victor Hugo sixième, au passage Coluche, l'abbé Pierre très bien placé, dans les 100 points de Napoléon III. Alors pourquoi point de Napoléon III ? Parce qu'une légende noire véhiculée en grande partie par la Troisième République, après la chute du Second Empire, est liée à trois choses. Quand on pense à Napoléon III, c'est la fête, c'est l'affairisme, et ça nous renvoie à un roman de Zola qui est La Curée. C'est le coup d'État initial, et là ça nous renvoie à La Conquête de Plassans, un autre roman de Victor Hugo, le coup d'État du 2 décembre 1851. Et puis c'est la guerre contre l'Allemagne, une guerre perdue, c'est la défaite de Sedan. Et là c'est le 19e volume des Rougon-Macquart, La débâcle. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser maintenant une question, entrons dans le cœur du sujet Napoléon III. Avant d'aller sur, parce que notre thématique c'est les réformateurs oubliés, donc avant de nous diriger vers ces réformes, essayons de comprendre la formation de Napoléon III. Donc tout le monde connaît sa filiation, en tout cas il était le neveu donc, de Napoléon Ier, mais quelle était sa formation intellectuelle, si je puis dire ? Alors filiation, et votre question est très intéressante, merci de me l'avoir posée, filiation et formation sont liées, puisqu'en fait dans ces jeunes années, il va lire avec son précepteur, en fait, le mémorial de Sainte-Hélène dès sa parution après la mort du grand empereur Napoléon en 1821. Il va en apprendre des passages entiers par cœur, il va s'en imprégner. Sa mère, la reine Hortense, l'a élevé également dans le culte
culte de l'empereur, et donc il va vouloir prolonger, je dirais, l'œuvre de son oncle en croyant toujours, ça c'est une constante chez lui, en sa bonne étoile. Il est exilé, mais il se dit « je reviendrai un jour en France et sous une forme ou sous une autre, je prendrai le pouvoir ». Il va en Suisse, puisqu'il est exilé, se lancer dans des études militaires, en particulier dans l'artillerie, et là encore il y a un rapport direct avec son oncle Napoléon Bonaparte, et puis il va lire énormément et dans tous les domaines, des essais politiques sur le monde ouvrier, l'histoire, il adore l'histoire, et il va se retrouver enfermé après une tentative de coup d'État en 1840 en Picardie, dans la Somme, au fort de Ham. Et il appellera plus tard cette période « mon université de Ham », car il va faire venir des livres d'un peu partout, et en particulier de la Bibliothèque royale de France, et il va vraiment énormément travailler pendant ces 6 années. Il n'avait quasiment que ça à faire. Mais c'était un intellectuel ? Ah oui, j'utiliserais vraiment le mot d'intellectuel pour le qualifier. On a des chefs d'État qui le sont plus ou moins. Lui est un véritable chef d'État intellectuel. J'ai pu écrire quelque part qu'il vivait une plume à la main dans ses jeunes années. Et encore une fois, il lit, il pense, il écrit. D'accord. Et sur le fort de Ham, juste une petite parenthèse avant de poursuivre, mais est-ce que vous pouvez nous raconter l'évasion ? Parce que c'était quand même un moment extraordinaire de sa vie. Enfermé depuis 6 ans, il se languit. Alors d'une part, il est très malade, il a fait des démarches pour essayer d'être libéré, son père est décédé, il n'a même pas obtenu d'aller le voir, et donc, voyant qu'il risque effectivement d'y rester toute sa vie, il a été condamné d'ailleurs à une peine qui a été inventée pour lui, je le précise, par la Cour des Pairs en 1840, à savoir un enfermement à perpétuité dans une forteresse dans le cœur du royaume de France. Et donc, voyant qu'il n'y a aucune perspective, il va décider de s'évader. Et profitant de travaux qui ont lieu dans l'aile de la forteresse où il est incarcéré, il va prendre la défroque en fait d'un maçon, avec la pipe au bec, le costume du maçon et une planche sur le côté pour cacher son visage, et il va réussir, avec quelques complicités, à s'évader de la forteresse, à passer en Belgique, puis à se réfugier en Angleterre. Le maçon, dit-on, s'appelait Badinguet, et ses adversaires politiques, par dérision, une fois qu'il sera au sommet de l'État, l'appelleront Badinguet. Ça parlera bien évidemment à la population française, celle qui ne l'aimait pas. Badinguet, l'homme qui a eu un destin un petit peu curieux, puisque, en fait, c'était un repris de justice. Il avait un courage incroyable, quand même, de faire ça. Juste, c'est quand même inédit. Il s'habille, il met son... C'est quand même marrant, quoi. Bah oui, parce que là, il risquait effectivement la peine de mort. N'oublions pas qu'il a fait, je le disais tout à l'heure, 2 tentatives de coup d'État pour renverser le roi Louis-Philippe, 1836-1840, qui ont échoué, il faut le reconnaître, assez lamentablement l'une et l'autre, mais que les 2 fois, il a risqué sa vie. Et n'oublions pas que lorsqu'il deviendra, on va en parler sans doute tout à l'heure, chef de l'État, président de la République puis empereur, il y aura des dizaines d'attentats qui seront faits contre lui. Alors, certains resteront à l'état embryonnaire, mais d'autres manqueront de réussir leur coup, en particulier l'attentat d'Orsini. Rappelons quand même que vous avez une dizaine de morts et une cinquantaine de blessés qu'il est lui-même touché au visage, ainsi que son épouse, l'impératrice Eugénie. Donc, vous voyez, il a risqué très fréquemment sa vie. C'est un homme extrêmement courageux. Alors, comme vous le décriviez, vous nous décrivez sa jeunesse d'intellectuel, on l'oublie trop souvent, mais aussi d'aventurier, et puis en effet, en 1846, de repris de justice, puisqu'il s'est évadé, et pourtant, 2 ans plus tard, en 1848, il devient le premier président de la République française. Comment est-ce que cet homme a pu, en aussi peu de temps, accéder aussitôt, en étant relativement inconnu de la population, accéder aussitôt, aussi vite, à une charge aussi grande? Alors 2 choses, il est servi par la chance d'un côté et il a un grand talent, il est très bien entouré de l'autre. Il est servi par la chance car le roi Louis-Philippe est renversé par une révolution en février 1848. C'est l'avènement de la Deuxième République. Mars 1848, 15 jours après la révolution, c'est la mise en place du suffrage universel masculin. Et au terme d'un processus constitutionnel, les républicains décident qu'on élira en fin d'année un président de la République. Les républicains de l'époque. Les républicains de l'époque, on est bien d'accord.
c'était une grande première parce que le pouvoir personnel ou tendant vers le pouvoir personnel n'était pas bien vu des républicains de l'époque. Il y avait le souvenir de la Grande Révolution, il y avait le souvenir d'une personnalité comme Robespierre. Donc on préférait les pouvoirs collégiaux aux pouvoirs individuels et verticaux. Mais finalement, on fera ce choix un petit peu titillé par des membres de la commission de constitution comme Tocqueville. Et donc en fin d'année, on va élire un président. Alors il a réussi, notre Louis-Napoléon Bonaparte, par la légende napoléonienne, le nom de son oncle est un sésame qui ouvre beaucoup de portes, à se faire élire député. Et à l'époque, on pouvait être élu député dans plusieurs départements, donc ça tournait quasi au plébiscite. Et il obtiendra de se présenter à cette élection présidentielle. Et grâce à l'argent dont il bénéficie, au fait qu'il a vu aux États-Unis, car il a été aux États-Unis, ça aussi c'est d'une modernité absolument inouïe, l'un des seuls futurs chefs d'État du XIXe siècle à avoir traversé l'Atlantique. Il a vu des campagnes présidentielles très modernes. Et donc il sait comment mener une campagne de ce type. Et parmi tous ses concurrents, il sera le seul à le faire, avec un programme présidentiel. Moi qui me rappelle, on a publié avec Jean Tullard, Jean Garrigue et Yves Brulet un livre sur cette élection présidentielle. Ça me rappelle toujours les élections actuelles, c'est-à-dire un programme qui permet de ratisser large. On séduit à peu près tout le monde, toutes les couches sociales, les catholiques et les non-croyants, avec des promesses qui n'engagent que bien évidemment ceux qui les écoutent et qui vont voter pour le président. Et il rafle la mise, il obtient dès le premier tour, c'était très très surprenant, la majorité absolue. Il est élu président de la République les 10 et 11 décembre 1848. Est-ce qu'il va rester, quel est l'état de sa popularité durant la Deuxième République? Est-ce que ces 75% de suffrages qu'il reçoit à la présidentielle, il les conserve durant tout son mandat? Alors il y a deux choses, et là il faut, ça renvoie à un livre, vous m'avez fait le plaisir de rappeler dans ma présentation, le livre sur les élites, l'écart entre les élites et le peuple. C'est-à-dire qu'il a du mal avec les élites dans la mesure où il n'y a plus véritablement d'élite bonapartiste. Depuis la chute du grand empereur Napoléon en 1815, en fait, les bonapartistes n'ont pas été au pouvoir, sauf à s'être ralliés en fait à la Restauration, peu nombreux ou plus nombreux à Louis-Philippe. Donc il n'y a pas ces jeunes poux, je dirais, du parti bonapartiste qui ont été aux affaires et qui pourraient l'aider. Il doit donc s'appuyer sur ce que l'on appelle les anciens partis, qui lui sont largement hostiles. Son premier chef du gouvernement, qui avait été son avocat quand il était à Ham, Odilon Barrot, était un orléaniste. Et dans son gouvernement, il y avait le vicomte de Falloux qui était légitimiste. Donc un problème avec les élites, mais en revanche un très très grand soutien populaire. Vous donniez le chiffre tout à l'heure de l'élection présidentielle. On peut mesurer, à l'époque il n'y a pas de sondage, mais par les rapports préfectoraux, la popularité dont il bénéficie après son élection présidentielle, elle demeure très forte. Et à son initiative, les préfets vont recueillir des pétitions à travers la France pour permettre une révision constitutionnelle qui lui permettrait de se représenter au terme de son premier mandat de 4 ans, ce que ne permettait pas la Constitution de 1848. Et plus de 1 500 000 signatures, avec les moyens de l'époque, c'est tout à fait gigantesque, seront recueillies pour cette révision constitutionnelle. Alors, indépendamment du phénomène de propagande, on mesure là la popularité très grande du président. Alors vous évoquiez le fossé qu'il y avait entre les élites françaises de l'époque et Louis-Napoléon Bonaparte. Est-ce que dans ce cas, vous parlez de son rapport au peuple, est-ce que dans ce cas vous le qualifieriez de populiste ? Ah oui, indéniablement. Donc mon ami Olivier Dard, que vous avez interviewé, je crois, a publié il y a quelque temps le dictionnaire du populisme et il m'a confié la notice Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III. J'en fais, et chez moi le terme de populiste, on s'entend bien, n'a rien de péjoratif, mais j'en fais un précurseur du populisme en ce sens qu'il joue très clairement, et pour moi c'est le fondement du populisme, le peuple contre les élites. Encore une fois, il a du mal avec les élites, donc il va jouer le peuple pour essayer de se maintenir au pouvoir grâce à lui. Et on le voit dans le fait très moderne qu'il va visiter la France, comme il a très peu de prérogatives dans la Constitution, à quoi ça lui sert de rester dans la capitale à Paris. Donc il entreprend de grandes tournées à travers la France, au cours desquelles il voit les ouvriers, il voit les paysans et il prononce des discours justement hostiles aux élites. Je cite toujours le discours de Saint-Quentin de l'été 1850.
1850. Mes amis ne sont pas, dit-il, devant une foule d'ouvriers, ne sont pas sous les lambris dorés des ministères, ils sont sous le chaume des fermes et dans les usines. Donc vous voyez, c'est ça le populisme de Louis-Napoléon Bonaparte. La suite va lui donner en grande partie raison. Mais pourtant, Louis-Napoléon Bonaparte reste, et c'est une des grandes sources de la légende noire, l'homme du coup d'État, l'homme du 2 décembre 1851, et donc pour la mémoire républicaine, l'homme qui a fait tirer sur le peuple. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il commet cet acte, pourquoi est-ce qu'il mène ce coup d'État et comment ce coup d'État se déroule-t-il ? Les Républicains avaient été profondément marqués par les coups d'État du Directoire. Donc sous la Révolution française, il y en avait un par an, et ils avaient un profond rejet en fait de cette forme d'accession ou de maintien au pouvoir. Alors le coup d'État du 2 décembre 1851, notez au passage que la date est osée puisque c'est un rappel à la fois du sacre de son oncle Napoléon le 2 décembre 1804 et de sa plus belle victoire à Napoléon, Austerlitz, le 2 décembre 1805, est plus ou moins contraint pour deux raisons. D'une part, l'impossibilité de réviser la Constitution, un blocage et une opposition très forte avec l'Assemblée, le fait qu'à l'Assemblée, certains en ont assez de lui et souhaiteraient carrément l'incarcérer, donc d'une certaine façon, il y a une course de vitesse entre le président et l'Assemblée, et puis par ailleurs, c'est ce que j'ai montré dans ma biographie, sollicité par des opposants au régime, eh bien, les fils de Louis-Philippe, en particulier le prince de Joinville et le duc d'Aumale, étaient en France. Alors, pas forcément pour tenter eux-mêmes un coup d'État, mais pour voir comment les choses allaient tourner dans ce climat de tension de l'automne et de l'hiver 1851, et éventuellement prendre le pouvoir. Donc je dirais, le pouvoir est à prendre, et lui va s'en saisir. Alors, par contre, le sang va couler, et effectivement, donc, un coup d'État révolution de velours, comme l'avait fait Napoléon Bonaparte, avec le coup d'État de Brumaire en 8, serait peut-être plus facilement passé, mais là, il va y avoir une répression assez sanglante, et bien évidemment, comme il le dira lui-même, c'est ma tunique de Nessus, ça va lui être après, par la suite, sans cesse reproché. Non, je ne sais pas si vous me dites une question. Non, moi je voulais qu'on enchaîne sur les réformes. Et peut-être alors, du coup, j'ai une question. J'avais une question. Par contre, vous avez dit qu'il n'avait pas beaucoup de moyens quand il était président. Est-ce que peut-être dans cette transition, ça lui a permis quand même d'appliquer, parce qu'on va parler des réformes, ou en tout cas de réformer la France, le pouvoir qu'il avait en tant qu'empereur ensuite. Je veux dire par là, est-ce que le régime suivant lui a permis de réformer ? Tout change avec le coup d'État, très peu de prérogatives constitutionnelles. En fait, c'est le gouvernement et une assemblée que connaît très bien Maxime, l'Assemblée nationale législative élue en 1849, qui a l'essentiel de la main pour réformer ou ne pas réformer le pays. Le président a en tête des réformes sociales, en particulier des réformes économiques, et quasiment aucune ne peut passer pendant sa présidence. Tout change au lendemain du coup d'État, puisqu'il révise la Constitution, en un temps d'ailleurs absolument record, la Constitution du 14 janvier 1852, 2 mois seulement elle est promulguée après le coup d'État, va lui donner de très très grandes prérogatives qui seront encore renforcées au moment du passage à l'Empire. Tout se fait sur un an. Il devient l'empereur des Français Napoléon III le 2 décembre, encore un 2 décembre, 1852. Et il va pouvoir, dans le domaine des grands travaux, ce qui n'était pas possible, eh bien, rebâtir les villes de France, avoir des budgets très conséquents qui ne seront pas regardés de manière trop scrupuleuse par les députés, par les parlementaires, s'appuyer sur le corps préfectoral, et puis sur une manière de penser, je n'ai pas trop le terme d'idéologie, mais une manière de penser qu'on appelle le saint-simonisme, qui est un mélange économique et social de socialisme et d'étatisme, qui va lui permettre de faire passer tous ces grands projets. Alors justement, vous parlez de budget. Le Second Empire, c'est une ère ça reste au moins dans la mémoire, même si Napoléon III en a été exclu. Dans la mémoire nationale, cela reste une période de prospérité économique. On dit parfois que les Bonaparte reçoivent la France plus grande qu'ils ne la rendent. Napoléon Ier comme Napoléon III d'ailleurs, les deux ont perdu des territoires. Mais sur le plan économique, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que Napoléon III reçoit la France en 1851 sur le plan économique et comment surtout il la rend en 1870, quelle est l'expansion économique de ce règne ? Alors je me permettrai quand même, Maxime, de relativiser pour Napoléon III
entre guillemets, mais je mets plein de guillemets, mon héros, parce que vous dites qu'il a laissé la France plus petite qu'il ne l'a obtenue, mais effectivement, il y a l'Alsace et la Moselle que nous perdons à la défaveur de la guerre de 1870. Mais n'oublions pas qu'en 1860, nous récupérons la Savoie et Nice, donc 3 départements, les Alpes-Maritimes, la Savoie et la Haute-Savoie. Donc, ouais, l'un dans l'autre. Et puis, il y a l'expansion coloniale. Sachez que l'importance de Nice est importante chez les Républicains. Ah bon? Oui, j'avais cru comprendre. Alors, effectivement, on peut donner quelques chiffres pour le montrer, si vous voulez. Le chiffre que je donne toujours et qui est peut-être le plus parlant, c'est le retard de la France en matière de voies ferrées. Et les voies ferrées, c'est très très important à 3 titres. D'abord parce que, bien évidemment, ça permet la circulation des hommes et des produits, mais c'est également en amont quelque chose qui va booster le secteur sidérurgique, et en matière d'aménagement du territoire, c'est tout à fait fondamental. Or, quand Louis-Napoléon Bonaparte arrive véritablement au pouvoir, nous avons, alors les chiffres varient, mais je dirais environ 2000 à 2500, grand maximum, kilomètres de voies ferrées. Et pour vous situer les choses, c'est beaucoup moins que la Grande-Bretagne, c'est moins que l'Allemagne, pays, à la limite, je dirais, assez similaire, plus petit pourtant que la France, mais assez similaire. Mais par contre, c'est moins que le petit royaume de Belgique. Imaginez, nous avons moins de voies ferrées que le royaume de Belgique, qui ne fait que 19 000 km². Mais alors, quand Napoléon III quitte le pouvoir, en septembre 1870, nous avons près de 20 000 km² de voies ferrées. Alors, entre-temps, il y a des pays qui ont construit des transcontinentaux, des pays émergents, les États-Unis d'Amérique et le Canada. Par contre, en Europe, seule la Grande-Bretagne rivalise avec la France. Donc oui, c'est un exemple parmi des dizaines d'autres de ce qu'a fait Napoléon III dans son règne. On pourrait évoquer les banques de dépôt, on pourrait évoquer les grandes compagnies transatlantiques maritimes, on pourrait évoquer, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, la sidérurgie, mais également le secteur textile, et puis bien évidemment l'urbanisme. On vient de fêter très récemment, commémorer, je dis fêter là en l'occurrence, les 170 ans de l'arrivée du préfet Haussmann à la tête de la préfecture de la Seine. Quelle modernisation de Paris et de quasiment toutes les villes de France. Il était, j'allais dire colbertiste, mais il était interventionniste économiquement. Quelle était sa vision ? Alors c'est un mélange, c'est un homme de compromis déjà, ça n'est pas un idéologue, Napoléon III, ça c'est très très important. Il a des idées très fermes, il a une véritable colonne vertébrale, il voit loin, ça aussi ça nous parle, on est aujourd'hui en quête d'hommes politiques qui auraient une vision. Là avec Napoléon III, on a quelqu'un qui d'une part a beaucoup travaillé en amont, qui est dans le présent mais qui est aussi tourné vers l'avenir, qui arrive à se projeter à 10 ou 20 ans. Donc là, on a un élément tout à fait, je dirais, central de sa doctrine. Il s'appuie sur l'État. Le saint-simonisme est une forme d'étatisme, mais on est dans un État et des régimes qu'on a du mal à s'imaginer aujourd'hui parce qu'ils sont beaucoup plus libéraux, bien évidemment, que nos régimes du second XXe siècle et du XXIe siècle. Il y a très peu, par exemple, de protection sociale. Alors Napoléon III, à cet égard, va jouer un très très grand rôle pour commencer à en mettre une en place. Mais si vous voulez, les dépenses publiques en termes de protection sociale sont mineures. Donc moins d'interventionnisme, mais en même temps, un début de politique d'aménagement du territoire et presque, je dirais, une forme de planification, qui n'a pas encore ce nom, mais comme elle sera mise en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et sur le plan commercial, protectionniste ou libre-échangiste ? Ah, là aussi, pareil, un très très grand pragmatisme de sa part, mais il va se convaincre au fil du temps. Je dirais, on évoquait tout à l'heure les années de Ham, il est plutôt protectionniste à cette époque-là. Et puis, il va se convaincre, en voyant fonctionner la Grande-Bretagne, qui est pionnière en matière de libre-échange, qu'il y a beaucoup à gagner pour l'économie nationale à libéraliser ces échanges, et d'autre part pour les ouvriers, car la souveraineté du but, si j'ose dire, toujours, c'est le social. Améliorer le sort des couches populaires. Et en ceci, il se disait socialiste, et bien évidemment c'est un petit peu exagéré, mais voilà, il y a cette idée de politique sociale. Alors effectivement, après s'être questionné, il va, le 23 janvier 1860, signer ce traité libéralisant les échanges avec la Grande-Bretagne. Et c'est l'idée que la concurrence avec la première économie du temps permettra à l'économie française de se hausser, le challenge justement de cette économie britannique, et la concurrence d'abaisser le prix des denrées de première
nécessité. À la suite de ce traité avec la Grande-Bretagne, une vingtaine d'autres traités bilatéraux seront signés avec les autres grandes puissances du temps. Est-ce qu'il était, moi j'ai une question comme ça, mais Oui. Est-ce qu'il était catholique? Je ne sais pas. Alors, ça c'est... Qu'est-ce qu'il a fait pour la France catholique, si je puis dire? C'est la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. Il a été élevé dans la religion catholique. Il croit indéniablement en Dieu, puisqu'il prie lorsqu'il est enfermé au fort de Ham. On a retrouvé d'ailleurs certains de ses écrits qui l'attestent. Et en même temps, comme son oncle Napoléon, c'est un très grand pragmatique. C'est-à-dire qu'il juge que le catholicisme, qui est dans l'identité française et qui est la religion encore de la grande majorité des populations, est nécessaire, ne serait-ce que pour moraliser ces populations. Et d'autre part, le catholicisme à l'époque, dans le milieu du XIXe siècle, est une très grande force avec laquelle il faut compter. Nous ne sommes pas encore sous un régime de séparation des églises et de l'État, mais sous un régime concordataire qu'a d'ailleurs mis en place son oncle Napoléon. Et donc, on va s'appuyer sur l'Église. Alors, il y a, au début de son règne, une véritable alliance de ce que l'on appelle le trône et l'autel, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur l'Église catholique. Après, dans les années 1860, les relations se distendent, ne serait-ce que parce que, et ça c'est une source de modernité que nous n'avons pas encore abordée, il est le fondateur, le créateur de ce que l'on appelle le principe des nationalités, c'est-à-dire la possibilité pour les nations sous la domination d'une tutelle, par exemple d'un empire, de s'émanciper. Et il va aider les Italiens à s'émanciper des Autrichiens qui les dominaient, mais également d'une certaine façon de la papauté. N'oublions pas qu'au milieu du XIXe siècle, le pape est bien évidemment un souverain spirituel, il est le chef de la catholicité, mais il est également un souverain temporel qui contrôle un tiers de la péninsule italienne. Alors, comme Napoléon III aide les Italiens à fonder un royaume, eh bien, les catholiques italiens, ceux qu'on commence à appeler les cléricaux, c'est-à-dire les catholiques politiques, lui en veulent beaucoup. Et dans les années 1860, les relations se tendent fortement avec les catholiques. Et il y a, je dirais, aussi une forme de pensée laïque chez l'empereur Napoléon III. Il y a une affaire qui avait été étudiée par un historien américain, mais également par mon collègue Philippe Boutry, qui est très intéressante, qui s'appelle l'affaire du petit Edgardo Mortara, qui est un petit enfant juif qui a été arraché en fait par le pape à sa famille pour être élevé dans le catholicisme et devenir prêtre. Et Napoléon III va s'emparer de cette affaire en disant « le pape a tort en la circonstance, il faut le libre arbitre, il faut laisser ce petit garçon dans sa famille juive ». Alors vous doutez que pour les catholiques intransigeants, ça ne passera pas très bien. Au XIXe siècle, l'un des lieux les plus emblématiques de l'affrontement entre l'Église et l'État, c'est l'école. On se souvient que c'est Jules Ferry qui est porté comme le fondateur de notre école républicaine, laïque, gratuite et obligatoire. Dans ce domaine scolaire, quel est l'héritage de Napoléon III? Alors Napoléon III en a fait énormément pour l'école, et en particulier d'une part pour l'école primaire et d'autre part pour les cours de jeunes filles. Et on ne peut pas tout évoquer, mais il y a un ministre qui est très très emblématique, c'est bien sûr Victor Duruy, qui sera ministre de l'instruction publique entre 1863 et 1869. Victor Duruy, c'est très très intéressant parce qu'il vient du républicanisme. Il avait voté contre Louis-Napoléon Bonaparte à l'élection présidentielle et contre Napoléon III au plébiscite du début du règne. Mais je dirais, c'est l'intérêt pour l'histoire, et en particulier l'histoire de la Rome antique, qui va rapprocher les deux hommes. Et quand Victor Duruy aura bien fait connaissance de Napoléon III, il prendra conscience qu'il pourra réformer avec ce souverain qui est très intéressé par l'instruction. Et ça va être le cas pendant 6 ans. On va multiplier les écoles pour garçons là où elles n'étaient pas encore installées dans de toutes petites communes. On va doubler, en 1868 en particulier par une grande loi, ces écoles de garçons par les écoles pour les petites filles. Ça, c'est quand même d'une modernité inouïe. On va créer dans des lycées techniques, alors ce n'est pas le terme de l'époque, mais pour que tout le monde comprenne, et des lycées professionnels dans les villes industrielles et également sur le pourtour du territoire, par exemple en faisant enseigner l'anglais dans les ports de l'Atlantique, l'italien à la frontière italienne ou encore l'allemand en Lorraine, en Alsace et en Champagne-Ardennais. Une très très grande modernité. On va revaloriser les matières scientifiques qui étaient un peu déconsidérées par rapport aux humanités. Et puis, je vous l'évoquais tout à l'heure, Napoléon III est celui qui, avec Victor Duruy, met en place les cours
pour jeunes filles dans l'enseignement secondaire. Quelle modernité! On évoquait Ferry. Ferry rendra hommage à Victor Duruy. Alors, il manque dans le fameux triptyque que vous évoquiez, Maxime, un élément, c'est la laïcité, pour les raisons que je donnais tout à l'heure. Mais l'idée de gratuité et d'obligation du primaire est déjà là, dès le Second Empire. Nous avons évoqué tout à l'heure le coup d'État, qui est le premier poids qui pèse sur la mémoire de Napoléon III. Le deuxième poids, c'est la défaite, la débâcle. Vous en parliez dans les Rongon-Macquart, l'avant-dernier tome qui s'appelle La débâcle. Vous venez d'évoquer les progrès sociaux, les progrès économiques du règne de Napoléon III, qui est une réussite sur ces plans-là. Est-ce que sur le plan diplomatique, le règne de Napoléon III est une réussite, surtout considérant qu'il s'achève en effet par la débâcle, la perte de l'Alsace-Lorraine? Oui, quand même, malgré cette débâcle. Alors c'est vrai que c'est une défaite absolument incroyable, hein, une série de batailles perdues qui se termine par la capitulation de l'empereur Napoléon III à Sedan. Les républicains chercheront à renverser la donne, ils n'y parviendront pas. Mais ça serait occulter les guerres qui ont précédé, une guerre victorieuse en Orient, qu'on appelle la guerre de Crimée de nos jours, la guerre d'Italie pour libérer le peuple italien, et le royaume d'Italie est fondé quand même, ne l'oublions pas, au lendemain de cette guerre. La Roumanie, quand on va aujourd'hui, quand un historien de Napoléon III en Roumanie, on est accueilli à bras ouverts, parce que c'est le fondateur de la Roumanie. Il a renoué les liens avec le Canada français, le Québec, hein, qui avait été rompu depuis la fin du XVIIIe siècle, et une politique d'expansion coloniale très très novatrice. Hein. On pensera à l'Algérie, puisqu'il considérait qu'en fait on ne pouvait pas assimiler une conquête comme l'Algérie, et qu'en revanche on pouvait associer l'Empire français à un royaume arabe. Et ça a été très inspirant, entre autres pour le général de Gaulle, à un siècle de distance. Justement, je voulais vous poser une question sur la filiation de Napoléon III. Y a-t-il, et je pensais au général de Gaulle, y a-t-il certains politiques après lui qui se sont inspirés de son œuvre? Bien évidemment. Alors simplement, le nom de Napoléon III, c'est un nom un petit peu sulfureux, on l'a dit au début de cet entretien, on ne le revendique pas, y compris d'ailleurs le général de Gaulle. Quand on regarde dans ses mémoires le nombre de mentions qu'il fait de Napoléon III, il y en a très peu, et elles sont plutôt négatives. Parce qu'effectivement, il avait été emmené par son père, le jeune Charles de Gaulle, sur les fortifications de Paris, et son père lui rappelait le siège de la capitale et la défaite contre les Allemands. Mais après, grand lecteur aussi de l'histoire, Charles de Gaulle, il a vu tous les bienfaits de l'empereur Napoléon III. Alors j'évoquais la politique qui concerne l'Algérie, mais la modernisation. Imaginez par exemple, pour ne donner qu'un exemple, que Napoléon III invente une association Capital-Travail que l'on retrouvera avec le général de Gaulle sous forme de la participation, la fameuse participation gaulliste. Et ça n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres. Donc il a été très très inspirant pour un certain nombre de chefs d'État, effectivement. Très intéressant. Et pour terminer, j'ai une question dont l'objectif est d'aider les jeunes militants, les républicains. Qu'est-ce que, si vous deviez résumer de façon très simple, que Napoléon III a-t-il apporté à la France? De quoi il faut se souvenir de Napoléon III? De quoi il faut s'inspirer? Alors je dirais deux choses, pour faire très simple. La modernisation, indéniablement, quand on regarde dans l'époque contemporaine les grands modernisateurs, pour moi il n'y a pas photo. Il y a Napoléon, c'est l'État, mais il y a Napoléon III, il y a Charles de Gaulle. D'ailleurs, je fais parfois une conférence sur les trois, pour montrer les comparaisons et les différences. Et puis le deuxième élément, et l'historien est bien évidemment très très inspiré par ça, surtout dans une période où je suis en grande souffrance quand je vois nos politiques aux affaires aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est ancré dans le passé français, qui connaît parfaitement notre histoire, qui vit dans le présent, mais qui se projette vers l'avenir. Lui, ça n'est pas du court-termisme, c'est une politique à 10 ou 20 ans. Et donc, il faudrait qu'on retrouve enfin des chefs d'État, comme ça, ancrés dans le passé, et puis projetés vers l'avenir. Si j'ose dire, si j'ose cette formule, des racines et des ailes. Merci infiniment.